avons vu la semaine dernière que l'alerte sur la Bretagne n'est pas que d'ordre inquiétant. Il n'y a pas de médecin. En Bretagne, qui est un week-end croisé de l'officiel française. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croise sur parole. Bon bah c'est parti, nous voilà donc... comment ça s'appelle Anne ici, cet endroit incroyable? Le Logello. Ça s'écrit Logello, hein, faut le dire. D'accord, ok. Et toi Anne, tu as donc découvert cet endroit, tu nous présentes les personnes qui sont avec nous? Eh bien, j'ai découvert sur Internet le Logello, ça m'a beaucoup interpellée parce que je m'attendais pas du tout comme ça à 20 km de chez moi à trouver un lieu de musique extrêmement moderne pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez classique. Et donc, on a envoyé un petit mail et Philippe a accepté de nous recevoir pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cet endroit et les espoirs et les enjeux et tout ce qui s'y colle. Et Camille est avec lui. Camille qui s'occupe de la production, d'après ce que j'ai compris. Oui. Wow, ça c'est une réponse. Hein. Oui. L'équipe est constituée de 3 personnes. Amélie qui n'est pas présente là, qui est salariée à plein temps et qui s'occupe de l'administration. Et c'est un peu de elle que tout part parce que c'est elle qui finance le fonctionnement d'une manière ou d'une autre et qui gère. Qui finance, tu veux dire qui trouve les financements? C'est elle qui trouve les financements et c'est-à-dire que si on a des idées mais qu'elle n'arrive pas à les financer, on peut pas faire les idées. Camille est sur toute l'organisation, donc la production sur le terrain, en relation avec les gens, qu'ils soient artistes, publics, les forces vives du territoire, tout ça. Et puis moi, parfois, je me demande un peu ce que je fais là. C'est volant entre... C'est pour ça qu'on est venu. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui nous ont demandé, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et c'est plein de fonctions multiples. Alors on dit responsable artistique, oui. parce que j'étais à l'origine du projet et que j'avais des volontés sur le plan artistique. Et l'origine du projet, c'était quand, à peu près? Le premier petit brouillon, c'était 98. D'accord. Avec une réflexion qui avançait depuis quelques années probablement. Et la première pierre à l'édifice, c'est 2002 avec l'achat du bâtiment et l'inauguration du lieu officiel, après avoir fait plusieurs actions quand même sur le territoire ici ou ailleurs, mais l'inauguration du bâtiment, c'est 2015. Donc rien que de rendre le projet possible, ça a déjà pris quasiment, j'ai peur de le dire. 18 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, et c'est devenu, c'est le temps qu'il faut pour faire un adulte, un peu, quoi. C'est devenu vraiment viable au bout de ce temps-là pour tout un tas de raisons, parce que quand vous montez un projet comme ça, l'énergie, ce qui vous coûte le plus en énergie, c'est pas pour faire les choses, c'est pour aller face à tous ceux qui voudraient bien que ça se passe pas. Et ça a été très 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 long, ça a été un grand travail. Et par chance, il y a eu aussi beaucoup de gens qui voulaient que ça se fasse, qu'on appelle communément bénévoles, mais dans ces gens, il y avait des donateurs, des bénévoles, des mécènes, des amis, et qui ont été là et qui ont fait que ça a pu se faire. Ces personnes, on les compte, c'est de l'ordre d'une centaine. Ça peut être un artiste qui joue bénévolement un concert, un fest-noz pour quand on amasse un peu d'argent. Ça peut être un bénévole qui vient tirer de la chaux sur les murs. Mais justement, il se passe quoi ici, en fait? Parce que là, les gens ne le savent pas. On parle de comment on a pu faire, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, c'est quoi votre particularité par rapport à une énième salle de concert qu'il y aurait quelque part? Oui, alors communément on dit le Logello, c'est un lieu de résidence pour la musique. Donc par rapport à une énième salle de concert, c'est que c'est pas une salle de concert, c'est une salle dans laquelle il peut y avoir des concerts, et il y a régulièrement des concerts, mais c'est d'abord une salle de travail. C'est d'abord une salle qu'on a voulu adapter à la création, la recherche, la composition, l'expérimentation. Vraiment au début, on s'est appelé centre d'expérimentation, d'exploration.
Et c'est ça qu'on voulait et c'est ça qui nous semblait. Et Philippe dit, je sais pas trop ce que je fais là, mais moi ce que je sais, c'est que personne serait là s'il n'avait pas été là avec d'autres à une époque où des artistes en Trégor, qui à l'époque notamment faisaient beaucoup de CD. Aujourd'hui on fait moins de CD, mais à l'époque il y avait beaucoup d'artistes, notamment traditionnels, mais pas que, qui faisaient des CD dans leur cuisine. Et ces gens-là en avaient un peu marre d'être dans des espaces qui n'étaient pas forcément adaptés. Et cherchaient, avaient envie d'un lieu dans lequel ils puissent s'installer pour plusieurs jours, pour plusieurs heures évidemment, mais aussi pour plusieurs jours, parce qu'il y avait quelques salles de diffusion, comme ce que vous dites là, les salles de concert. Il y avait quelques salles labellisées, comme le Carré Magique, qui est le théâtre de Lannion, qu'on connaît bien, qui est entre-temps devenu un pôle cirque, donc c'est plutôt un lieu pour le cirque, et peu d'espace pour la création, vraiment, avoir un plateau, avoir une salle aussi adaptée à l'enregistrement, c'est-à-dire pour nos contrées de Bretagne Nord, un chauffage, ça a l'air de rien, mais du chauffage à l'année qui fasse pas de bruit, parce que ici, dans les salles des fêtes dans lesquelles il y a plein d'activités toute la semaine, donc on peut avoir des petits créneaux, mais s'installer pour répéter puis enregistrer sur plusieurs jours, c'est compliqué parce que il faut ranger parce qu'il se passe d'autres choses. Et puis aussi le chauffage, souvent c'est un soufflant qui va faire du bruit, donc il va faire 22, puis on l'arrête parce qu'on n'en peut plus, il fait 15. Et c'est tout ça qui a été réfléchi et qui a mis tant de temps à être compris, voulu. Philippe disait, il y a les bénévoles, il y a un mot que j'aime bien, moi, c'est les adhérents. Il y a des gens qui ont adhéré à l'association et parce qu'ils ont adhéré au projet. Ils ont compris l'intérêt pour ce territoire, soit parce qu'ils étaient des artistes en recherche de lieux, soit parce qu'ils étaient des habitants devenus publics, soit parce qu'ils étaient des structures du territoire, les écoles, les EHPAD, l'hôpital, d'autres associations ont compris que dans cette salle, ils allaient pouvoir venir écouter, venir rencontrer, venir partager. Et c'est ça qui se passe au Loguelou, un lieu de travail dans lequel régulièrement, j'ai l'habitude de dire, une belle boîte qui est optimisée pour la musique et dans laquelle régulièrement on fait venir du public, toutes sortes de publics. Ok, moi je fais du heavy metal, je peux venir vous voir? Oui, tu peux venir. En souriant. Dit-il en souriant. Je sais, bien sûr je souris. En fait, on a posé un cadre parce que s'il n'y avait pas de cadre, on ne pourrait pas faire des choix. Et il y a trois, à l'époque, j'avais posé trois axes, trois conditions, trois mots. C'était création, nouvelle technologie et territoire. Et on considère qu'il faut qu'il y ait au moins deux de ces axes qui soient vérifiés pour que ça nous semble pertinent que ça vienne ici. Donc, quand je dis territoire, c'est une déformation, je veux dire par la culture. Alors, ça élargit tout de suite un peu, mais si vous avez une culture bien ancrée, malgache, par exemple, ça peut nous intéresser si c'est matinée de nouvelles technologies. Ou si vous faites de la création avec seulement de la nouvelle technologie, mais que vous êtes un peu hors sol et que vous n'êtes pas dans un terreau, ça peut quand même nous intéresser. Mais si vous faites de la nouvelle technologie, de la création, si de plus elle est sonore, et que vous la faites avec de la nouvelle technologie, et que ça baigne dans un terroir, dans une tourbe, là, nous, ça remplit tous les critères et là, c'est vraiment à fond, quoi. Mais quand même, il faudrait me dire à moi, qu'est-ce que c'est que la nouvelle technologie? La nouvelle technologie, en vrai, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est pour pas dire... souvent, je remarquais qu'on dit ici électroacoustique. Moi, j'aime bien dire musique électroacoustique parce que c'est suffisamment flou. Mais si on commence à rentrer dans le détail, ça peut être les musiques électroniques. Mais les musiques électroacoustiques, ça veut dire qu'elles sont acoustiques et transformées. Et donc, elles sont entre les deux. C'est le pont entre les deux, ça j'aime assez. Mais après, on a des variantes. Ça peut être quelqu'un qui joue de la musique avec une bande son qui joue avec. Et ça, c'est ce qu'on appelle la musique mixte. Ça peut être quelqu'un qui joue de la musique acoustique et c'est transformé par un logiciel ou par des machines électroniques. Et ça, c'est de la musique électroac. Donc, il y a tout ça. Mais les nouvelles technologies, ça peut être aussi quelqu'un qui
qui travaille avec un outil qui permet de créer des images en 3D et qui joue de la musique avec, puisque pour nous c'est quand même le sonore qui est notre point d'ancrage. Donc nouvelle technologie, c'est toute la musique qui est née après-guerre. Il y en a eu avant, mais en gros c'est après-guerre. C'est le GRM, c'est l'IRCAM, c'est Stockhausen pourrait venir ici alors. Stockhausen pourrait venir. Il aurait pu. Il aurait pu, j'entends bien. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé et on travaille encore avec une artiste compositrice qui s'appelle Christine Groult, à qui on a commandé 2 pièces et dont on va sortir un disque là dans les mois qui viennent. Et Christine a été assistante de Stockhausen quand elle avait 20 ans. Donc on fait un pont avec Stockhausen. Oh, voilà. Vous voyez, donc, on peut en parler. On parlera d'autres peut-être si on a le temps. Donc ça se passe comment? Une artiste arrive avec un projet, après il faut le financer, il faut le monter. Ouais. À ce jour, donc on a depuis 10 ans maintenant, puisque Philippe l'a dit, on a inauguré la salle dans laquelle on est là aujourd'hui en 2015, en novembre 2015, après une dizaine d'années de recherche de financement et de soutien, aussi bien moraux qu'économiques, où il fallait qu'on ait ce soutien du territoire. Aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on a un appel à résidence qui est tous les ans, qui a lieu tous les ans. Donc là, on ouvre, il y a un cahier des charges, il y a des propositions financières et d'hébergement et techniques, et donc on reçoit des candidatures. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aurais aimé, je vais dire, c'est que dans ce que dit Philippe, à savoir territoire, nouvelles technologies, création, ce qui se passe, c'est que ça devient un ADN du lieu, et c'est aussi nos savoirs et savoir-faire ici. C'est-à-dire que, oui, si c'est du heavy metal ancré sur son territoire, qui en plus a envie de se frotter à l'informatique musicale et ouvrir sur de nouveaux horizons. Je plaisantais pour le heavy metal. Mais c'est pas inintéressant. On a sans doute des choses à faire ensemble. Mais si c'est du heavy metal pur, c'est possible, mais on est moins habilité à échanger. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que tous les artistes qui viennent ici, on prend le temps de les rencontrer, d'échanger, de voir ce qu'on peut leur apporter, que ce soit en termes de structuration quand c'est des jeunes artistes, parce qu'ils sont en train de réfléchir à comment ils vont devenir professionnels. Donc c'est pas juste une résidence, c'est un accompagnement d'une certaine manière. Nous, c'est ce dont on a envie. Alors c'est dans la mesure de nos moyens, des possibles. On a aussi, on a plein de choses, on a plein de projets. Moi, je suis régulièrement à l'extérieur, je l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres partenaires dans une école, à droite à gauche. Donc je suis pas toute la journée là en train d'écouter, de travailler avec les gens qui sont là. Et puis de toute façon, on les laisse travailler. Mais on a envie quand même de leur apporter quelque chose et d'écouter aussi la musique qu'ils sont en train de produire et de leur faire des propositions. Donc on a besoin de ça. Et donc comment ça se passe? Un appel à résidence et on retient entre une trentaine de candidatures. Là, on est en train de se poser la question de retenir même un peu moins à l'année. Ouais. Une bonne trentaine jusque-là. Et peut-être on va prochainement en prendre un peu moins pour les accompagner plus longtemps, qu'ils puissent rester probablement dans les espaces plus longtemps pour avoir un vrai temps de travail, qu'on puisse justement avoir plus d'échanges et aussi être nous un peu moins sollicités, puisque voilà, si les gens sont là 10 jours, on a plus de temps pour rentrer en contact qu'une semaine qui passe quand même très très vite. La durée moyenne de résidence, alors, c'est quoi? Une à 2 semaines finalement, voilà, c'est ça? C'est une semaine. Depuis 2-3 ans, là, c'est la durée moyenne, c'est très souvent une semaine. Et on aimerait plutôt être sur 2 à partir de l'année prochaine. Et avec des cas particuliers pour des artistes à qui on passe une commande d'une œuvre, dont c'est le cas par exemple de Christine Groult, dont je parlais tout à l'heure, à qui on a commandé une œuvre et pendant 1 an et demi, elle est venue plusieurs fois une semaine ici. Et donc elle a fait des collectages sur le territoire et elle a construit une œuvre à partir de là. Donc là, c'est un peu particulier. C'est un peu le principe de l'artiste associé, quoi. C'est un peu le principe tout à fait de l'artiste associé. Et il y a une... Ce qui fait vraiment l'ADN du lieu, c'est les 3 personnes qui actuellement le font vivre. Donc, Amélie a travaillé beaucoup dans des structures qui étaient autour de la musique électronique et électroacoustique. Camille a un master d'histoire de l'art et connaît bien l'histoire de l'art et l'art dans l'espace public. Et moi, j'ai un passé dans la musique traditionnelle bretonne. J'ai fait beaucoup d'enregistrements, j'ai enregistré beaucoup de disques jusqu'à il y a une dizaine d'années. J'ai été régisseur son d'un théâtre et aujourd'hui, je développe un logiciel qui s'appelle Logiloop
avec mes camarades Christophe Baratet et Théophile Rouzic-Plantec. Et c'est un... Fait du name dropping super bien. C'est un logiciel qui permet de transformer le son, donc qui est vraiment le lien idéal entre les musiques acoustiques et les musiques électroniques. Et donc ce que je voulais dire, c'est que nous trois, on balaye un champ vraiment important de la musique. Et quelqu'un ou quelqu'une qui arrive ici et qui chante une chanson bretonne issue d'un collectage, si c'est en breton du centre-Bretagne ou en breton du Vantais, ou si c'est quelqu'un qui chante une chanson du Trégor, on va savoir en parler, on va savoir, on sait de quoi il est question et on peut en discuter. Et si sur le même plateau il y a un ingénieur, un informaticien ou un compositeur de l'IRCAM qui a été formé par Boulez, on peut aussi y parler avec cette personne. Donc vous offrez des compétences très larges, quoi. Donc à nous trois, on représente un champ de compétences très large et aussi on peut devenir les discutants, les conseillers, l'oreille attentive pour ces gens qui créent, parce qu'on peut comprendre dans un champ très large. Et ça, c'est assez rare, en fait. Et en campagne, c'est encore plus rare. Et probablement en campagne, encore plus rare, mais peut-être que là, pour le coup, j'aurais tendance à inverser les choses. C'est-à-dire que il est beaucoup plus facile de connaître les sœurs Guadec quand on est né en Bretagne. Les connaître, ça ne veut pas dire avoir entendu parler à France Musique. Les connaître, je veux dire, peut-être les avoir entendus sur le terrain, encore que ça, maintenant, il faudrait être déjà assez âgé. Et de s'être formé sur les choses qui sont de la culture de l'université ou de la culture, par exemple, des musiques électroniques. Aujourd'hui, sur le web, on va tout trouver. Mais ce qu'on va pas trouver, c'est la tourbe, c'est le sol, et ça justement, ce que nous on apporte, c'est vraiment rural, quoi. C'est vraiment ancré dans un territoire. Et justement, nous on était venus voir une fin de session avec un concert à la fin. Fin de résidence. Fin de résidence, pardon. Et il se trouve qu'il y avait pas mal de monde à la fin de cette résidence. Comment vous faites pour faire venir des gens sur quelque chose qui est plutôt pointu, car juste pour situer, c'était un monsieur qui jouait extraordinairement bien de la clarinette, mais qui passait son temps, si je peux me permettre de dire ça comme ça, à la faire résonner sur une grande timbale, ce qui est une vision de la clarinette plus particulière. Et il y avait quand même néanmoins beaucoup de monde pour ce concert-là. Comment vous faites ? Eh ben, déjà, ça fait un petit moment, on le disait, donc qu'on est là et qu'il y a des gens qui se sont intéressés à ce qui se passe ici. On communique, pas très bien parce qu'on n'est pas très outillés et pas très nombreux, on l'a dit, mais quand même, on communique avec l'ensemble des moyens de communication qui sont à notre portée, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, la presse locale aussi, parce que justement, à la campagne, tout le monde n'est pas sur WhatsApp, donc le Trégor, c'est très important. Et puis, on a habitué. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a plusieurs publics. Il y a les gens qui savent précisément ce qu'ils viennent entendre ici. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de Sylvain Cassap, qui est un grand clarinettiste, très bien connu de plein de publics, qui peuvent venir d'assez loin, parce que c'est Sylvain Cassap, ils viennent au Loguelou, ils savent qu'ils y seront bien reçus, et donc ils acceptent de faire plusieurs kilomètres pour venir. Ou bien des gens qui sont du coin, peut-être de la rue ou d'un peu plus loin, qui savent pas, mais qui font confiance. Et qui savent que régulièrement ils ont entendu des trucs chouettes et des choses assez improbables, mais ils ont passé un bon moment. Et puis peut-être que de temps en temps ils ont trouvé ça moins bien, hein, ça arrive aussi, et c'est un peu le jeu aussi. Et même comme on est précisément, on l'a dit, sur des sorties de résidence, il y a aussi une volonté d'être en échange avec l'artiste. Ça fait vraiment partie de ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'en général après on boit un verre. Et ici, le plateau, il est au même niveau que le gradin. Donc, en fait, quand on descend du gradin, on tombe sur le plateau. Donc, on est avec l'artiste et on boit un verre ensemble, on discute. Et ça fait partie de ce qu'on a envie de proposer. C'est-à-dire que nous, moi, je travaille beaucoup, je l'ai dit, avec notamment les jeunes. Cette musique, moi, j'utilise jamais le vocabulaire bizarre, étrange.
C'est de la musique contemporaine, c'est de l'électroacoustique. En tout cas, il y a un artiste qui joue, qui fait une proposition, qui rentre en dialogue avec des enfants, par exemple. Et les enfants, eux, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la musique contemporaine. Ils ont vu un monsieur avec une clarinette qui jouait sur un gros tambour et c'était incroyable, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et c'est ça qu'on a envie d'essayer de trouver, de retrouver, de proposer. C'est-à-dire, il y a les gens qui savent, ce que je dis, les gens qui savent et qui viennent pour ça, et puis ceux qui savent pas encore qu'ils aiment cette musique-là, et c'est aussi à eux qu'on s'adresse. Et c'est vraiment le but d'un lieu comme le Loup-Garou, c'est de s'adresser à tous ces gens-là, qu'on soit à la campagne ou en plein milieu d'un arrondissement parisien, où là on aurait peut-être uniquement, mais peut-être pas, mais uniquement un public d'avertis qui viendrait. Alors sur la masse de public dans une grande ville, même une toute petite frange de la population, ça fait un public. Nous, on a besoin que ce soit plus large que ça et de s'adresser vraiment à tout le monde. Mais il y a aussi, mais c'est pas pour ça qu'on le fait, mais de faire des sorties de résidence spécifiquement pour des publics scolaires ou autres, il y en a qui reviennent. Moi, je n'invite pas l'école pour qu'ils reviennent tous le soir avec leurs parents, mais s'ils ont envie de revenir le soir avec leurs parents, leurs tontons, leurs tatas, leur grand-mère, ils sont évidemment les bienvenus et ça fait partie aussi du travail qu'on mène. C'est formidable parce que ça va être un peu notre mot de fin, puisque ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Moi, je vais poser une question aux deux. Vous allez répondre l'un après l'autre. C'est quoi le premier concert pour lequel vous avez acheté un billet ? Moi, j'ai pas acheté de billet pour le premier concert. Parce que le premier concert dont j'ai souvenir, c'était à l'école, ici à Penvenant, donc à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Alors, ok, d'accord, tu vas nous dire, mais vraiment, si tu peux nous dire le premier pour lequel tu as acheté un billet, en te disant, ah ça, je vais pas le rater. Michael Field, quand j'avais 13 ans. D'accord, super, voilà, à l'époque de l'Exorciste. Non, plus récent que ça, de l'époque de Two Friends. D'accord, ok. On mettra les références sur le site. Mais oui. Moi, je suis bien en peine de répondre à cette question. Un concert que j'aurais acheté moi toute seule avec mon argent, ça doit être au collège ou au lycée. Puisqu'on en parle aussi, moi, je suis allée beaucoup au Fest-Noz. Fest-Noz, on allait voir des musiciens amateurs et professionnels. Super. Je pense que c'est sans doute, moi, la première fois que j'ai acheté toute seule un concert, étant donné que j'allais au Fest-Noz tous les week-ends, je pense que c'est peut-être ça. Ok. Anne, tu as une question à poser ? Mais je veux bien poser une question aussi. Alors, complètement différente. Est-ce que vous avez là comme ça, mais vraiment à brûle pour point, un souvenir qui vous revient, qui serait soit particulièrement émouvant, soit tout à fait cocasse depuis 98, le début de cette aventure? Oh là, les cerveaux ont bien été nettoyés là par l'interview, il n'y a plus rien qui vient. Il y a plein de choses qui viennent. Il y a des moments particulièrement émouvants. Moi, j'ai des souvenirs particulièrement émouvants d'artistes qu'on a. L'idée d'inviter un artiste à venir jouer dans la salle du Loup-Garou, c'est-à-dire d'avoir eu une émotion forte, esthétique pour un concert ou un spectacle, de rentrer en contact avec ces artistes-là, de les inviter et d'être présent au moment où le public ici, dans la salle du Loup-Garou, même avant sa réhabilitation, puisqu'il y a eu quelques concerts pendant des fêtes du Loup-Garou qui ont justement fédéré tous ces adhérents et bénévoles qui nous ont ensuite aidés à réhabiliter la salle. Et d'ailleurs, j'aimerais les saluer parce que vraiment, il y a eu un gros travail et c'était super. Et j'ai le souvenir, par exemple, d'une soirée qui avait pris... On avait, cette année-là, à la fête du Loup-Garou, on avait eu un gros appétit, on avait invité énormément, il y avait plein de concerts, il y avait 4 lieux de concerts. On était très en retard parce que chaque concert avait pris un peu de retard. Et à 1h du matin, je pense, il y a Jour, une artiste toulousaine qui a joué un concert sur l'ancien plateau qui existait encore du Loup-Garou avant qu'on le réhabilite. Et vraiment, moi, quand elle a commencé son concert, on était extrêmement fatigués. C'était le 3e jour de festival. Et quand elle a commencé et que j'ai vu l'adhésion du public à sa proposition, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions parce que c'est extrêmement joyeux de vivre ça, de vivre la rencontre. Et puis, c'est un challenge, c'est un pari plutôt. C'est-à-dire que nous, ça nous a ça valait le coup de le faire, quoi. Intéressé. On se dit que c'est intéressant de le proposer à cet endroit. Et quand ça fonctionne, souvent ça fonctionne, mais là vraiment ça m'avait beaucoup intéressé. En fait, j'arrive pas à trouver. Je sais qu'il y a plein de fois où je me suis dit, tiens, c'est pour ça que je voulais que ce lieu existe.
Et ce concert avec Jour, c'était évident, quoi. Mais il y a eu d'autres concerts où je me suis un peu pincé en me disant, c'est quand même chez nous, quoi. Et c'est chez nous, et ce chez nous, pour moi, c'est mon village de naissance, donc c'est pas rien. Et donc là, je bloque totalement, là. Tu as parlé de Christine, par exemple. Moi, Oui, Christine. Et c'était pas dans la salle, parce que, comme on l'a dit, on a fait beaucoup de choses aussi hors les murs, en extérieur, pour mettre en valeur aussi le patrimoine paysager et acoustique aussi qu'on a autour de chez nous, que ce soit les estrangs, que ce soit les bords de mer, les champs et les rivières. On a travaillé aussi beaucoup autour du Léguerre. Et Christine a fait un concert à l'embouchure du Léguerre au Yodet, d'une pièce qui s'appelle Eau mêlée, puisqu'elle rendait hommage à la rivière. Et vraiment, c'était à 20h, soleil couchant au Yodet. Et franchement, moi, à la production, j'avais mis 3 mois à avoir toutes les autorisations pour être là ce jour-là, à jouer ce concert-là. Et donc, c'était évidemment une très grande émotion avec ce soleil couchant et tous ces gens qui étaient assis dans l'herbe pour écouter le travail de Christine qu'elle avait mis plusieurs mois à composer sur le territoire. Il y a ça aussi, évidemment, pour moi, toutes les rencontres avec Christine. Je vois un événement assez récent qui pour moi est un exemple vraiment de temps très fort, et qui pouvait sembler irréalisable et surréaliste quelques années auparavant. C'est ce qu'on a appelé les marées Max. Max, c'est un logiciel de développement, c'est un langage de développement pour la musique électronique qui est né à l'IRCAM et dont le code a été racheté par les Américains et qui est aujourd'hui c'est une boîte qui s'appelle Cycling 74 en Californie, une PME qui est le tien et dont le patron et développeur s'appelle David Ziccarelli. Et c'est des gens que je connais beaucoup bien depuis très longtemps parce que je suis en relation avec eux, je suis bêta-testeur pour eux depuis une vingtaine d'années. Et donc c'est des gens avec qui on a eu beaucoup de relations par email et tout ça. Et notre logiciel Logeloop dépend de ce code-là. Et tout autour de ça, il y a une communauté de développeurs, dont beaucoup sont français, mais il y avait quelques Belges aussi, qui développent des choses tout à fait particulières pour la musique électroacoustique, qui ne se connaissent que par réseau, par forum et par email et tout ça. Mais il y a des noms là-dedans que je connais par cœur depuis plus de 20 ans, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens, j'ai l'impression de les connaître. On a eu plein d'échanges de mails, on s'est répondu, on s'est donné des coups de main et tout ça, mais j'ai jamais eu la tête de la personne. Et ces personnes-là, on en a réuni à peu près une cinquantaine au mois de septembre l'année dernière, pendant 3 jours, qui sont venus ici, et David Ziccarelli, le patron de la boîte, qui en connaît également une bonne partie, un bon tiers de tout cela, voire la moitié, qui les connaît pour les mêmes raisons, pour des échanges sur les forums et tout ça. Il était là, et il y a eu des temps d'échange, il y a eu des discussions, et c'est à la mode du Logelou, c'est-à-dire qu'on a planté les tentes dans la cour, tout le monde épluchait les pommes de terre, on mangeait ensemble, il n'y avait pas de plan de table, il n'y avait pas de hiérarchie et tout ça, et dans les conférences, tout le monde a pu prendre la parole à un moment donné, et le soir il y avait des concerts au bord de mer ou dans les hangars dans le coin, et ça c'est vraiment dans l'essence du projet, quoi. C'est vraiment là où tout est réuni d'un coup, et là-dedans une image que je retiens particulièrement, c'est David Ziccarelli, le Californien, qui à un moment donné sort son téléphone pour filmer Marthe Vassallo et William Nicolas qui chantent un Canadiscan en breton, parce qu'avant une conférence de William Nicolas qui expliquait quelque chose qu'il avait fait en musique électroacoustique avec de la musique bretonne, le préalable c'était qu'il explique ce qu'était le Canadiscan, et d'un coup il y a du Canadiscan dans une réunion de musique contemporaine, si on veut, quoi. Et ça c'est le Logelou. Et ça me semble un exemple de réussite, de temps fort, temps très fort. Ce mélange-là, quoi. Ouais. Bon, moi, ça va quand même être l'heure de se dire au revoir, hein, parce que là, sinon, on refera un numéro. C'est sûr. Au plaisir. Merci. Merci à vous. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.